Chers auditeurs, chères auditrices, vous écoutez bien Cinéphiles de notre temps, le podcast qui dresse le portrait des cinéphiles travaillant dans le milieu du cinéma. Avant de commencer, nous voudrions remercier nos Patreons qui soutiennent financièrement notre travail. Un grand merci à Lila, Guillaume, Irène, Clara, Bernard, Jean-Noël et Paul. Et maintenant, il est temps de vous présenter notre nouvel invité. Pour notre invité, l'amour et la découverte du cinéma passent d'abord par les mots. Critique de cinéma, il écrit dans le journal Le Monde, les cahiers du cinéma et dans les revues Trafic et Études. On peut écouter ces mots sur les ondes de France Culture, dans la plupart des émissions Plan Large d'Antoine Guillot, mais aussi dans de nombreuses conférences et interviews à la Cinémathèque française, au Forum des images et dans divers festivals. Il y a quelques mois, il a même publié son premier livre sur le cinéaste Joseph von Sternberg, au sous-titre intrigant « Les jungles hallucinés ». Tous ces mots sont les ponts généreux qu'il tisse pour raconter et partager son rapport au cinéma et pour donner à voir, avant les images, les films qui traversent son regard et sa mémoire. On ne serait pas tout à fait honnête, Clément et moi, si on ne vous racontait pas dans cette introduction que nous avons découvert le travail de notre invité à travers un certain article des Cahiers du cinéma, publié en avril 2021. Où notre invité parle de la critique orale du cinéma dans les médias, où il mentionne sur quelques lignes le travail de notre podcast Cinéphile de notre temps. Nous avons donc voulu découvrir qui se cachait derrière ce cinéphile écrivain, et nous sommes très heureux et heureuses aujourd'hui d'accueillir à notre micro Mathieu Macheret. Bienvenue et merci beaucoup d'avoir accepté de venir dans notre émission. Merci. Et alors, comme c'est de coutume, on va tout de suite enchaîner sur une petite, ou plutôt sur une longue citation, ce coup-ci. Moi, quand je rencontre quelqu'un qui aime Au bord de la mer bleue de Boris Barnett, je suis un griot et je dis « Et le moment où la mer remplit tout l'écran, c'est magnifique. Et le moment où elle ne sait pas que c'est elle qu'on pleure parce que tout le monde croit qu'elle est morte et qu'elle rit avec les deux garçons qui se mettent à danser. L'autre visualise. Il revit quelque chose. Et ce qu'on appelle la cinéphilie, qui fait chier tant les autres, cette jouissance réservée des griots qui consiste à faire revenir en exagérant, en hallucinant, y compris à travers la théorie, quelque chose qui peut revenir, qui peut être vu. Et alors, c'est une citation de Serge Danet, donc qu'il a prononcée dans une de ses dernières conférences, je crois, et qui est aussi utilisée en partie en ouverture de ce fameux dossier sur la critique parlée dans les cahiers du cinéma. Voilà, est-ce que ça te parle ? Est-ce que cette analogie avec le griot, avec tout ça, ça t'évoque des choses ? Oui, bien sûr. C'est une magnifique citation. Je crois que c'était la conférence pour le lancement de la revue Trafic qui avait été donnée soit au Jeu de Paume, soit au Centre Pompidou, je ne sais plus exactement, mais où il y avait toute l'équipe de Trafic, enfin en tout cas tout le comité de rédaction, et Danet qui parlait, qui occupe toute la séance en parlant avec sa pensée qui se déroule comme ça presque de manière infinie. Et c'est une très belle citation évidemment parce que il parle de la cinéphilie bien sûr et de cette pratique qui consiste pas seulement à voir les films mais à les revivre, à les réinvoquer, à les ressusciter en quelque sorte et à les délirer. Ça c'est très fort chez Danet, l'idée que le travail du critique ou même tout simplement du simple amateur de cinéma, du simple cinéphile, c'est de refaire les films à sa sauce quoi. Il ne s'agit pas seulement d'en voir, il ne s'agit pas seulement de les regarder. On les garde en soi et on les retraverse et on les exagère. Il dit le mot exagéré, ça j'aime beaucoup. C'est pas scientifique en fait, la cinéphilie. C'est une histoire affective. C'est une histoire de passeur, comme disait Danet. Il a beaucoup utilisé ce terme de passeur. On fait passer les films comme on fait passer les plats un petit peu. Et passer quelque chose, c'est peut-être aussi le délirer, le retraverser, le retravailler, etc. C'est être habité par des images, être possédé aussi par elles. Et je crois que il dit là-dedans quelque chose de magnifique en fait, qui nous touche évidemment. Tous ceux qui aiment regarder des films, ça peut que les toucher. Je me permets de juste faire une petite précision pour ceux qui ne sauraient pas. Les griots sont donc des conteurs africains
qui raconte des histoires et qui réinvoque des images, d'où l'utilisation de ce mot qui est approprié dans la citation. Oui, et puis je pense ce qui est important pour lui, c'est de parler d'une tradition orale. Voilà, encore une fois, c'est pas une science, c'est assez opposé à une certaine vision de ce que peut être les études de cinéma, comme par exemple à l'université, sans disqualifier non plus le travail universitaire. Mais la tradition orale, c'est justement ce qui se glisse de la bouche à l'oreille, clandestinement, secrètement, de l'un à l'autre, affectivement. C'est ce qui est transitif, c'est ce qui passe de main en main. Et les films sont ces objets, qui... Il n'y a pas de cinéphilie s'il n'y a pas à un moment quelqu'un qui nous dit « tu devrais voir ci, tu devrais voir ça, je te conseille ci ». C'est ce rapport-là. Dans cinéphilie, bon, c'est un peu une formule, mais dans cinéphilie, il y a la philia des Grecs, quoi, c'est-à-dire l'amitié en quelque sorte. C'est aussi comme ça qu'on peut le vivre. Passer des films, se recommander des choses, faire circuler les objets des uns aux autres, c'est un partage qui est très beau, qui est essentiel. Voilà, c'est pas une activité solitaire d'être dans son coin, dans sa chambre à regarder des films. C'est pouvoir les recommander, les faire regarder, les prêter, les faire circuler, quoi. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Et on va faire ça avec déjà notre première partie, donc ton portrait chinois. Et la première question qu'on t'a posée, un peu comme ça parce qu'on avait chaud, que c'était l'été, on t'a demandé si tu étais une boisson au cinéma. Tu nous as répondu par un torboyau dans n'importe quel John Ford, puis ensuite tu nous as conseillé quand même L'homme qui tua Liberty Valance. Et c'est assez drôle parce qu'effectivement, on boit de l'alcool pour toutes les raisons possibles et imaginables dans le film. On en boit pour réconforter quelqu'un qui est blessé, on en boit pour se donner du courage, on en boit aussi parce qu'on est juste un ivrogne, on en boit de joie, de tristesse, de dépit aussi. Parfois, on n'en boit pas aussi, on part avec la bouteille du saloon aussi. Pourquoi cette réponse alors ? Déjà, c'est très simple, c'est tout bêtement parce que j'aimais beaucoup les westerns quand j'étais enfant, il y en avait qui passaient à la télé et j'étais absolument fasciné, voilà comment on fabrique des alcooliques, par les boissons les alcools qui boivent au bar. Souvent, il y a les cow-boys qui se réunissent au bar et ils ont ce bourbon, cette espèce de whisky américain qui a une couleur ocre très jolie, etc. Et moi, ça me fascinait, je me disais, mais voilà, avec des personnages, par exemple, comme celui de Dean Martin dans Rio Bravo, qui sont alcooliques, qui sont accros à l'alcool. Je me dis, ça doit être formidablement bon pour qu'ils aiment tellement ça. Et j'avais envie d'en boire, j'avais envie d'essayer. J'étais très attiré par ces boissons de cow-boy, je pense, voilà. Donc c'est purement un truc d'enfance, en fait, au début. Et puis, dans L'homme qui tua Liberty Valance, alors je dis John Ford parce qu'il y a beaucoup de personnages alcooliques chez John Ford. Il y a des médecins alcooliques, comme dans Stagecoach. Il y a l'alcool. John Ford est un Irlandais, il y a un caractère irlandais aussi qui a beaucoup à voir avec la poésie de l'alcoolisme, de la consommation d'alcool. Et dans L'homme qui tua Liberty Valance, il y a une scène qui m'a toujours absolument fasciné. C'est celle où John Wayne, à un moment, est conscient que voilà, l'être qu'il représente, cet homme de l'Ouest, va être bientôt balayé par l'histoire, par l'arrivée du juriste que joue James Stewart, que la loi va s'imposer dans les petites villes du Far West. Et à un moment, il décide carrément de brûler toute son existence et il s'alcoolise à un bar, il boit jusqu'à plus soif, jusqu'à être complètement saoul, pour ensuite aller brûler sa maison, détruire toutes les traces de sa vie. Et il y a dans cette scène, je pense, un peu l'essence du cinéma de John Ford, c'est-à-dire le geste fou, le geste fort qu'on commet à un moment. On se lance dans quelque chose et voilà, il boit, il envoie valser son verre, il l'éclate au sol. C'est un geste incroyable, je trouve, parce qu'à la fois, il a conscience que sa vie est finie, que son espèce, en quelque sorte, est finie, est terminée, que l'histoire est en marche, qu'il a plus rien à y faire. Et il détruit tout, et ça passe par la boisson, quoi. Et voilà, c'est un catalyseur d'une incroyable énergie, d'une beauté tragique, d'une puissance du personnage. De pouvoir commettre un tel geste, comme ça, c'est toujours très important dans les films de John Ford. Mais ce qui est drôle, c'est que pendant toute une partie du film, il y a un rapport quasiment burlesque aussi à l'alcool. Ouais. Et là, c'est inversé comme un gant, quoi. Là, ça devient complètement tragique, justement. Ouais, c'est vrai que on parlait des médecins alcooliques chez John Ford. Il y a une part, bien sûr, comique. Il y a le personnage de l'alcoolique est un stéréotype du cinéma américain, du western très fréquent. Et il y a, ça réunit un petit peu
des stéréotypes, des scènes, voilà, des tonalités très différentes, l'alcool au cinéma. Mais ça, c'est un sujet très vaste, hein. Il y a l'alcool social, il y a l'alcool triste, il y a l'alcool gay. Voilà, mais c'est un peu contre toutes les lois qui nous interdisent d'en parler sur les ondes ou de faire la promotion de l'alcool. Désolé, c'est un peu raté pour le coup, mais c'est vrai que c'est un très beau sujet parce que ça transforme les personnages. C'est quelque chose qui soit révèle l'intériorité, soit fait tomber les masques, soit dérègle complètement la corporalité, soit aussi attise un rapport obsessionnel. Il y a notamment un très beau film de Billy Wilder qui s'appelle Le Poison, sur un personnage alcoolique, c'est The Long Weekend en VO, et qui est très émouvant, très intense là-dessus. Et la question de cette substance, de ce liquide qui rentre dans le corps, qui disparaît, qui va dans un hors-champ intérieur à l'image, et qui tout à coup transforme un personnage, révèle quelque chose, le modifie, le métamorphose, l'intensifie. Je trouve, moi, c'est quelque chose qui m'a longtemps fasciné, ouais, et qui continue d'ailleurs. Et il y aurait je sais pas s'il existe peut-être, mais il y aurait un beau livre à faire, je pense, sur... Une belle thèse. Ouais, une belle thèse, exactement. Même un champ d'études sur l'alcool au cinéma et dans les arts, parce qu'il y aurait la peinture, etc. Enfin, voilà, il y a une vaste histoire de l'alcool dans les arts et des drogues. On t'a demandé en seconde question si tu étais une lettre ou une relation épistolaire au cinéma, laquelle serais-tu? Et tu nous as répondu par le très beau Sans soleil, enfin la voix off du très beau film de Chris Marker, Sans soleil. Parce que donc le film, en fait, la voix off n'est que une longue lecture de lettres. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus et de pourquoi ça te touche, en fait, cette voix off-là et cette relation épistolaire-là? Ouais. Alors, c'est déjà la voix. Je trouve que j'aime beaucoup. Je suis passionné des films à voix off. Je trouve que des films parlés comme ça, pour reprendre un petit peu un titre d'un film de Manuel de Oliveira, un film parlé. Je trouve qu'il y a des films parlés comme ça, qui font un usage de la voix off qui est magnifique. Et il y a un rapport au cinéma qui est le mien, parce que je suis... Très littéraire. Oui, je suis très littéraire. Je suis un peu un lecteur acharné, j'adore les livres, je lis depuis tout petit, c'est une activité asociale totale, mais voilà. Tu te rattrapes avec le cinéma, voilà, c'est collectif. C'est un peu plus social pour moi et collectif le cinéma, bizarrement. Mais oui, il y a la lecture et je trouve que entendre un beau texte, entendre un texte fort, dit par une voix qui tisse un rapport aux images, c'est toujours quelque chose quand c'est réussi, ça l'est pas toujours, mais que je trouve incroyable. Vraiment, ça me bouleverse, quoi. Ça crée des émotions très fortes. Et Sans soleil, très particulièrement, déjà parce que la voix off n'est pas, selon un cliché répandu de la voix off, suave, profonde, travaillée, soyeuse, tout ce qu'on veut. C'est une voix un peu sèche d'une femme. Alors, je ne saurais pas dire qui l'a fait, je ne m'en rappelle plus, mais elle parle très vite. C'est-à-dire qu'elle débite le texte à une vitesse assez folle, en fait, ce qui fait que on est très vite frappé par la splendeur du texte qui est écrit par Marker, qui était Chris Marker, comme on le sait, un artiste multimédia, pas seulement cinéaste, mais il a travaillé sur plein de supports, il a fait tout type de films, tout type de formats, des courts, des longs métrages. Et dans Sans soleil, il touche à une forme très étonnante qui est à la fois documentaire et en même temps fictionnelle, science-fictionnelle, à travers cette relation épistolaire entre la femme qui parle, au loin, qu'on devine, qui lit des lettres, et l'homme voyageur, l'homme à la caméra, celui qui va rapporter des images de par le monde, plus spécifiquement au Japon, qui est toute l'ouverture du film, mais aussi au Burkina Faso, etc. Et le texte est bouleversant. Il est à la fois poétique, politique, philosophique, historique, géopolitique. Il réunit des dimensions comme ça sidérantes et en même temps affectives, puisque c'est un rapport entre deux êtres qu'on devine amoureux, mais on ne sait pas vraiment. On ne sait pas vraiment. Voilà, c'est laissé suspendu. Et il y a un champ de réflexion qui est phénoménal. Et je trouve qu'il tisse les mots avec les images d'une manière stupéfiante. Et entendre rien, quand je me suis dit, je ne l'ai jamais fait, ça pourrait être une expérience intéressante, mais d'écouter le film, juste l'écouter. Qu'est-ce que ça donnerait? Je pense que ce serait super beau, puisqu'en plus, il y a une musique un peu concrète, électronique, expérimentale dessus, qui est très hypnotique aussi.
Et très imagé, surtout au moment où elle intervient dans le film, parce qu'il parle de jeux vidéo et d'ordinateurs, tout ça. Ouais. Et il entrevoit comme ça, à travers les images du monde, un avenir du monde aussi. C'est un film d'anticipation presque, par extension on pourrait dire, mais film d'anticipation qui essaie d'imaginer voilà, quel va être le destin et des images et du monde qu'on est en train de filmer, que ce cinéaste globetrotter est en train de filmer. Il y a évidemment le Japon qui est un peu le laboratoire de toutes les images, de toutes les trouvailles possibles et imaginables, qui a 20 ans d'avance technologiquement sur le reste du monde. Et les images les plus incongrues aussi, vraiment. Et des images les plus incongrues. Il y a tous les passages où il filme la télé et où il dit en quelque sorte c'est l'inconscient à ciel ouvert, quoi. On a l'impression de voir les rêves de la population. Voilà, alors, je trouve le film fascinant pour ça. J'adorerais l'écouter. Voilà, expérience à faire. Mais oui, un texte dit au cinéma, c'est pas... Alors, littéraire, c'est souvent un défaut où on dit « Ah, c'est trop littéraire », etc. pour dire « c'est trop verbeux » et tout. Mais qu'il y ait une voix qui dise un texte, c'est plus exactement un texte écrit, c'est autre chose. C'est incarné par une voix. Une voix, ça fait partie d'un corps qui reste virtuel, qu'on ne voit pas, qui englobe l'image. Mais ça prend une force particulière. Puis là, c'est une lettre, c'est pas vraiment un texte. Il y a cette chose-là aussi que la lettre s'adresse à quelqu'un et donc il y a deux corps à travers ces textes-là, quoi. Exactement, c'est très juste. La lettre est adressée, elle va de l'un à l'autre. Et je ne l'ai pas revu récemment, mais c'est un film qui reste très, très profondément ancré. Et c'est vrai qu'elle dit des choses magnifiques, quoi. Il y a un moment, je ne sais plus exactement à quel moment du film, il parle d'une princesse japonaise, je crois, qui faisait la liste des choses qui font battre le cœur. Voilà. Oh, bah ça, c'est... Voilà, j'ai même pas besoin de développer là-dessus. C'est juste tellement beau. Et c'est proche aussi tellement de la cinéphilie. Voilà, on fait tous notre liste de films qui nous font battre le cœur, etc. C'est un peu on aurait pu te poser la question. Et voilà, et je trouve que c'est magnifique. Donc ça va être un petit peu difficile d'enchaîner. Quoique, en troisième et dernière question de cette première grande partie, on t'a demandé justement une question éminemment liée au cinéma, une lumière ou un éclairage dans un film qui t'aurait particulièrement frappé, et tu nous as répondu par 2 films de Joseph von Sternberg, donc un film muet, Les damnés de l'océan, et l'un de ses films les plus connus peut-être avec Marlène Dietrich, L'Impératrice rouge. Et effectivement, ces 2 films ont une lumière extrêmement particulière. On peut pas la confondre avec celle d'autres films ou d'un autre cinéaste, j'ai l'impression. Et alors, tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est un peu la porte d'entrée pour toi vers l'œuvre de von Sternberg, non? Oui, c'est vrai. C'est ce qui m'a beaucoup touché chez lui, c'est ce qui m'a impressionné aussi. Et c'est ce qu'on voit dans un cinéaste de notre temps, je crois tourné par Labarthe, si je ne me trompe pas, sur Sternberg, une fois qu'il n'était plus cinéaste à la fin de sa carrière, quand il enseignait à UCLA, je ne sais plus, en Californie. Il avait des étudiants en cinéma et il leur explique comment on fabrique un plan. Et pour lui, ça part de la lumière. C'est une construction lumineuse, un plan. Et en fait, on n'y pense jamais. On a toujours l'impression qu'il y a le réel devant et il y a la caméra qui encadre ce réel. Mais un plan, ça peut être une architecture de lumière. Et pour Sternberg, on partait du noir du plateau, du néant, en fait, du studio qui est vide. Et ça se construisait rayon par rayon, direction lumineuse par direction lumineuse, comme on édifie un bâtiment, quoi. Enfin, il y a quelque chose comme ça, d'une architecture de lumière, en effet. Et j'ai trouvé ça, mais tellement incroyable, en fait, que ça m'a beaucoup marqué. Alors, dans Les damnés de l'océan, qui est un des films que je préfère de Sternberg, qui, je précise, est quelqu'un qui a commencé dans le muet. Et toute la génération de cinéastes qui ont commencé dans le muet ont évidemment un rapport privilégié à la lumière. C'est matriciel, c'est les artisans de l'ombre et de la lumière, on l'a beaucoup dit, mais on peut penser à Murnau, on peut penser, beaucoup de monde, les chefs opérateurs aussi qui ont commencé à cette période-là, c'est fondamental pour eux. Ça, il l'a pas perdu d'ailleurs, parce que on en reparlera un tout petit peu après dans L'Impératrice rouge, mais il y a vraiment cette idée aussi. Enfin, toute la dramaturgie, elle part de la lumière. Ouais, bien sûr. Ça part de la lumière, ça part des reflets de la lumière dans l'eau, ça part des soutes du cargo dans Les damnés de l'océan qui sont embrumées, enfumées, etc. Puis de ce marin qui essaye de passer une nuit de permission comme ça sur un port, une nuit de débauche, et puis qui va peut-être rencontrer
vivre une histoire d'amour, voilà, avec une fille qui essaye de se suicider, qui se suicide dans le port et qui va sauver comme ça des eaux. Bon, je raconte un peu l'histoire de manière abrupte, mais voilà, c'est une histoire à la fois très ironique parce qu'ils vont faire un faux mariage au milieu d'une taverne très bruyante et en même temps profonde et très sincère dans le sens où il va vraiment y avoir de l'amour là-dedans, dans ce court moment qui sépare la nuit du matin, où l'homme va probablement repartir, je ne sais pas. Mais voilà, naîtra peut-être une étincelle amoureuse, sans doute fugace, sans doute éphémère. Et du coup, il y a cette lumière louche, terriblement ambiguë, ambivalente du port, de la jouissance que les marins... Très aquatique. Ouais, très aquatique. Il y avait un très beau texte de Claude Ollier sur Sternberg qui était intitulé « Aquarium ». Je trouve que ça correspond bien, finalement, très bien à ces films. Et voilà, donc les brumes des damnés de l'océan, pour l'impératrice rouge, surtout la scène du mariage de celle qui va devenir Catherine II avec le tsar de Russie, Pierre Ier. Et voilà, cette scène où toutes les bougies dans la cathédrale éclairent cet espace monumental décoré par Sternberg de façon totalement extravagante, avec des estrades, des chœurs, une assemblée foisonnante, etc. Et puis surtout la lumière de la bougie qui se reflète dans la pupille de Marlène Dietrich, qui était sa partenaire de création, actrice fétiche pendant un petit moment, mais pour des films très intenses. Et voilà, une architecture de lumière, c'est cette scène-là, typiquement, qui est brasillante, qui papillonne de luminosité et qui est vraiment stupéfiante. Ouais. Mais voir comment elle capte la lumière, ou plutôt comment von Sternberg l'éclaire elle aussi, elle est souvent blanche, quasiment diaphane aussi, et elle tranche par rapport à... Oui. Au reste des comédiens et par rapport au décor aussi. Elle tranche totalement puisqu'elle elle va conquérir le pouvoir, elle va renouveler cette espèce d'aristocratie décadente et même dégénérescente par une énergie nouvelle, une force sexuelle et une vitalité politique elle va conquérir le trône, elle va devenir l'impératrice. Et elle gravit les marches du palais dans un costume complètement blanc à la fin, blanc, oui. Elle éclate de lumière. Mais dans cette scène du mariage, il y a le feu à l'intérieur de l'œil, surtout. Elle filme aussi l'intériorité du personnage qui brûle de l'intérieur, qui découvre une sexualité dont on l'a longtemps cachée, privée, etc. Elle arrive dans cette cour de Russie pour n'être qu'un corps reproducteur, voilà, pour assurer un héritier, un mâle au trône, et elle va détourner cette fonction pour conquérir le pouvoir. Elle devient un personnage formidable qui brûle, qui a un feu intérieur. C'est ça que filme Sternberg de manière brillante. D'ailleurs, alors il me semble que dans ton ouvrage sur von Sternberg, le texte que tu as consacré au film s'appelle Devenir lumière. Oui, voilà. Donc c'est assez cohérent finalement que tu nous aies répondu par exactement, par ce film-là. Voilà, j'ai toujours le même avis sur ce film. C'est cohérent. Quand j'ai écrit le livre. Mais oui, il y a un Devenir lumière, je crois que voilà, c'est ça. Dans cette partie consacrée aux circonstances et conditions de visionnage, Mathieu évoque sa place préférée en salle de cinéma. Mais avant cela, il revient sur son rapport au DVD remplissant ses murs, objet affectif et transitif, pouvant s'offrir, se prêter et parfois ne jamais revenir. On t'a demandé en première question, puisque tu fais énormément, enfin tu participes à des éditions DVD qui sont souvent agrémentées d'un livret, voilà, tu es très proche de cette édition-là. Et on voulait te demander quel était ton rapport au DVD et à ces objets de cinéma-là. Un rapport assez fort, je dois bien le reconnaître, même si il n'est pas, totalement fétichiste non plus, et j'en fais pas l'absolu du fait de regarder les films. J'avoue que j'en vois aussi beaucoup de manière dématérialisée, je vais aussi en salle, etc. En fait, tous les supports sont bons, selon moi. Hein. L'important, c'est de voir le film. Mais je fais partie d'une génération, c'est vrai, qui a vu qui est née avec les cassettes VHS, les cassettes vidéo, et puis qui ensuite a vu la transition vers le DVD, etc. Et puis un petit peu tout ce que ça a apporté comme connaissance du cinéma, comme découverte et redécouverte de l'histoire des films, etc., de la mémoire du cinéma. Donc, voilà, quand j'étais ado, quand c'est arrivé, je suis tombé dedans et j'ai commencé à me faire une bibliothèque, tout simplement. Mais c'est un truc de génération, en fait. Hein. Je crois que
Voilà, c'est tout simplement ça. Donc je continue aujourd'hui, même si c'est un peu un truc de dinosaure. Mais voilà. Et alors pour moi, c'est important parce que il y a un truc affectif qui passe par là. C'est un objet. Et comme je le disais au début, ça se passe, ça se prête, ça se donne, ça se perd même souvent. Ceux qui ont comme moi des DVD tech savent très bien à quel point souvent prêter un DVD, c'est le donner parce qu'on sait plus du tout où il est. On nous les rend jamais. Enfin voilà, il y a des trous. Il y a des trous dans ma, dans ma DVD tech. C'est un peu pareil avec les livres, hein, d'ailleurs. Mais c'est assez marrant parce qu'en fait, quand tu nous as répondu, tu nous as employé ce mot de bibliothèque. Et moi, quand je l'ai lu pour la première fois, j'ai cru que c'était le lieu bibliothèque où on emprunte et pas la bibliothèque, l'objet que tu as chez toi et où tu mets des livres ou des DVD. Ouais. Donc, je me suis dit, c'est étonnant parce qu'en fait, tu considères l'objet comme vraiment quelque chose de transitoire, encore une fois, qui passe de main en main, qui se partage. Et je me suis dit, c'est totalement cohérent. Mais donc, tu les prêtes aussi, même si c'est plus personnel que la bibliothèque, mais c'est vraiment des objets que tu acceptes de faire passer et qui t'appartiennent pas, en fait. Donc, il y a vraiment ce truc de possession qui est là parce que on aime posséder la chose, j'ai l'impression, mais en même temps que tu passes, que tu laisses filer. Ouais. Non, mais bien sûr. Mais les deux, en fait, je dirais. Les deux, parce que j'ai ma DVD tech chez moi. C'est-à-dire, il y a un pan de mur monstrueux qui est recouvert de toutes mes éditions dans le désordre. T'en prends soin ? Je ne classe jamais. Oui, j'en prends soin, mais je les classe pas. C'est un désordre que j'aime bien parce que ça réintroduit un peu du hasard. On peut se dire, tiens, j'attrape ça. Ça m'angoisserait qu'il soit classé. Bon, ça, c'est personnel. Je le mets de côté. Mais il y a ça chez moi. Donc, il y a un rapport de possession. Oui, ça, c'est tout à fait vrai. Parce que j'estime... Alors, l'idéalisme voudrait qu'on se déface des objets, qu'on s'affirme comme une personne, un peu détachée de tout ça, de la matérialité, des possessions et tout. Mais moi, j'estime quand même que les objets font partie de soi. Ce qui nous entoure, ce qui est chez nous, c'est un peu une extension de notre esprit. C'est, pour moi, mes livres, mes DVD, ça fait partie de moi. C'est un truc, si je les ai pas, je me sens pas bien et tout. Faut que je les retrouve, etc. Donc, il y a un truc comme ça. Et puis, mes objets, je dis, ma vaisselle, mes assiettes, etc. Tout ça fait partie de moi, ma télé. Voilà. Ce sont des pans de ta personnalité, des élongations de ton corps. Ouais, exactement. De la personne. Non, mais vraiment, j'affirme ça très, très sérieusement, même si ça me fait rigoler. Mais aussi, voilà, c'est-à-dire, il faut se défaire aussi un peu de ça. Et c'est pour ça que je les prête, je les donne, ça circule partout. Puis surtout, c'est quand des amis viennent à la maison, je leur dis, tu devrais voir ça. Enfin, c'est toujours le même truc. C'est-à-dire que je leur parle de films jusqu'à plus soif, jusqu'à ce qu'ils en soient même peut-être dégoûtés, j'espère pas. Et puis, ils repartent toujours avec une pile de DVD que je revois jamais. Tant mieux, d'ailleurs, c'est très bien, mais c'est fait pour ça, voilà. C'est bibliothèque mouvante. Je vise pas du tout l'exhaustivité. C'est pas un truc de collectionneur où il faut réunir tout de A à Z. C'est pas ça. C'est juste la présence des films. Voilà, c'est un film matérialisé qui est là. Qui est peut-être un peu rassurante aussi d'avoir finalement des films qu'on aime près de soi physiquement. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, c'est exactement ça. Ils sont là. Mais j'imagine qu'on peut avoir le même type de rapport avec. Ça doit pas être le même rapport avec des fichiers, avec ses disques durs classés, avec tel ou tel site auquel on serait abonné ou pas, que sais-je. Enfin voilà. Mais voilà, c'est un rapport affectif qui est construit avec les années, qui est aussi, je pense, c'est assez proche des salles qu'on aime. Ben voilà, quand on va en salle, dans un cinéma, on a un petit peu ces lieux fétiches, etc. Et ceux auxquels on aime bien aller. Et voilà, c'est juste ça, en fait. Mais tu me donnes la transition parfaite, en fait, pour passer à la salle. C'est magnifique. Parce qu'on t'a demandé une question un petit peu ironique, mais importante, si tu avais une place idéale ou un rituel quand tu allais en salle de cinéma. Et tu nous as dit, devant, pour avoir la place, d'étendre les jambes, tout simplement. Ouais, bah ouais, c'est vrai. Non, parce que j'ai une corpulence assez significative, on va dire, de manière un peu polie. Et j'aime bien avoir de la place pour les jambes. Ça, c'est clair. Il faut, quand on va au cinéma, que le corps soit bien.
Alors, je sais que pour certains, ça peut être une discipline et que la rigueur de l'installation, la droiture de la posture, le fait de se mortifier même un peu parfois avec des douleurs, etc., ça peut être important. Mais moi, j'aime quand même être confortablement installé. Le risque de tout ça, c'est de s'endormir pendant le film, car je suis un dormeur pendant les films, ça m'arrive. Plus j'aime le film, plus je me sens bien, plus je suis bien installé, plus les accidents de sommeil sont probables. Pas systématiques, hein, faut pas exagérer non plus. Mais et c'est les films que je n'aime pas, les films qui m'énervent, qui me mettent en colère, me maintiennent éveillé. Par contre, voilà, c'est un peu le paradoxe. Mais un rapport à la salle physique, bien sûr. Ben oui, le siège est notre coquille, c'est notre refuge. La salle, c'est cette espèce de navire dans lequel on est embarqué pendant le film. C'est une traversée, comme à chaque fois. Et donc, comme dans un bateau, il faut trouver sa bonne place, sa bonne cabine. Et voilà. Et devant, c'est d'autant mieux parce que en plus, on est immergé dans l'image, tout simplement. Presque dans l'image. Ouais, presque dans l'image. Même si des fois, on va au cinéma avec des amis ou avec de la famille, etc. Et les gens préfèrent d'autres places. Il faut pouvoir se défaire de ses habitudes. Et c'est bien des fois d'aller dans le fond parce qu'on voit le cadre aussi. C'est important des fois. Ça permet de prendre un certain recul, en fait. Et ouais. Et c'est quelque chose que j'aime bien aussi, d'avoir plus conscience du cadre. Alors, c'est un choix, expérience de film, être immergé ou avoir conscience du cadre. C'est deux rapports possibles. À quoi ressemble la mémoire d'un critique de cinéma ? Faut-il prendre des notes en salle ou l'oubli peut-il être bénéfique ? C'est à ces questions que répond notre invité dans cette partie consacrée à la mémoire et au sommeil. Quand j'étais jeune critique, c'est-à-dire quand j'ai commencé, au début sur un site qui existe toujours, qui est formidable, qui s'appelle Criticat, je le recommande. Au moment de faire mes premiers textes, alors j'en avais déjà écrit dans mon coin, etc. Voilà, des trucs personnels. Mais au début, j'avais très peur, donc j'avais peur d'oublier le film. Je sais pas pourquoi, c'est une espèce d'angoisse qui est là au début. On va pas se rappeler, on va pas se souvenir de ceci, de cela. Donc je prenais des notes, mais ça marchait pas très bien parce que prendre des notes sort du film. Et c'est-à-dire on a toujours le regard vers l'écran, vers le papier, ou le simple fait de penser à noter, ça sort du film, ça établit un décalage. Et du coup, j'ai vite arrêté pour suivre le film, m'immerger. Voilà, enfin tout simplement. Pour avoir l'expérience physique aussi. L'expérience physique, vivre le film au premier degré, tout simplement, parce que c'est la meilleure façon d'être en phase avec lui, d'être pleinement dedans. Et quelque part, je me suis rendu compte, on se rend compte après que quand on doit écrire des thèses, quand on doit faire une critique, l'oubli, c'est pas grave, c'est pas si rédhibitoire que ça. C'est important, il y a un choix on revit le film, on retrace le film selon les choses qui nous ont plus marqué que d'autres. Et il faut faire sa part de l'oubli. On ne pourra pas parler de tout. On ne peut pas être exhaustif. C'est une espèce d'illusion. Alors, on peut cerner très précisément les contours du film. Une bonne critique le fait. Mais il ne faut pas avoir peur d'oublier parce que ça met plus en valeur le reste. Et il y a quelque chose voilà, que j'ai fini par comprendre aussi, c'est que ce qu'on retient, c'est ce qui compte pour soi. Et voilà, et c'est ça qui fait le texte en fait. Ce qu'on retient, c'est l'important. Il arrive même parfois dans la vie de critique qu'on ait vu un film il y a 6 mois, qu'on puisse pas le revoir avant d'écrire. Ça arrive. Ça fait longtemps, on l'a vu en festival, etc. On nous propose sur le tard de faire un texte assez rapidement. Il faut essayer de retrouver quelque chose, un fil, un souvenir, parfois une image. Et les choses importantes reviennent, toujours. Ce qui compte pour soi, c'est aussi ce qu'on garde du film. Et donc, c'est pour ça, je dis ça aux jeunes critiques ou ceux qui voudraient commencer, c'est, voilà, prenez des notes ou n'en prenez pas. Chacun développe sa propre méthode. C'est pas des, voilà, c'est pas des. Il n'y a pas de règles en la matière, finalement. Il n'y a pas de règles du tout. Non, pas du tout. Mais, faut pas avoir peur, faut pas être crispé par rapport à l'expérience du film. Faut simplement essayer d'être dedans et surtout mettre ses objections de côté, voilà, le prendre au sérieux dès le début et puis après les objections viennent, ce qui nous a plu, pas plu, enfin voilà, toute la pensée arrive par la suite, mais simplement essayer de le regarder pleinement, quoi. Dans la question suivante, en fait, on t'a demandé donc
quel film tu aurais aimé halluciner. Et tu as répondu par, selon moi en tout cas, l'un des plus beaux films de David Lynch, Twin Peaks Firewalk With Me. Alors déjà, oui, on a bien fait la distinction entre rêver et halluciner. Ouais. Donc pourquoi cette réponse, sachant que c'est un film qui est à la fois qui est fascinant, qui est mystérieux, mais qui est aussi une tragédie et qui est quand même traumatisant aussi. Absolument. Ben, je crois que c'est un film... j'adore ce film, je trouve que c'est un de ses plus beaux. Et c'est un truc intime. C'est un film que j'ai vu, que j'ai découvert à la télévision dans les années 90, quand j'étais gamin, sur Canal+, je crois. Donc, je ne sais pas exactement combien de temps après qu'il ait été tourné, qu'il est passé à Cannes. Je ne saurais pas dater, mais je l'ai vu avant la série. Série que j'ai découvert beaucoup plus tard. Mais j'ai vu d'abord le film. Donc autant dire que le grand mystère de la série Twin Peaks était un peu éventé. Mais c'est pas grave, je l'ai pris comme ça. Et c'est un truc qui est tellement intimement lié à l'époque pour moi, ce moment des années 90, où le personnage de l'adolescente, de Laura Palmer, de la lycéenne, sacrifiée par une petite communauté qui est la ville, une petite ville américaine dans laquelle elle grandit, qui meurt, et tout le monde est plus ou moins intimement ou secrètement coupable finalement. Il y a un coupable qu'on découvrira, etc. Mais tout l'intérêt du film et de la série, c'est de montrer que cette culpabilité est partagée, qu'elle est latente, qu'elle est flottante, et que Laura Palmer est la victime expiatoire de quelque chose, d'un mal profond qui gît sous l'estime de l'Amérique. Bon, on pourra dire ceci et cela, il y a eu plein d'analyses du film, mais pour moi, c'est lié déjà à l'idée de la province, ce film, et tout Twin Peaks. Qu'est-ce que c'est que la province ? Alors, c'est une définition différente aux États-Unis et en France, mais comme j'ai grandi dans une petite ville, pour moi, c'était très fort ce truc de la petite ville, quoi. Qu'est-ce que ça cache ? C'est à la fois très calme, très paisible. Ça donne une bonne image de sérénité, etc. Mais dans le fond, il y a des pulsions. On n'est pas loin d'une nature très opaque, très obscure, qui gît aux alentours. Il y a des esprits, il y a du passif, etc. Et puis, c'est très proche aussi pour moi de la scène grunge, musique que j'écoutais à l'époque, que ce soit Nirvana, Steve Albini, etc., tous ces trucs-là. C'est pas la musique de Twin Peaks, mais ça parle aussi de ces petites villes, de ces cul-de-sac de l'Amérique, de ces secrets qui rôdent, qui gisent, etc. Et pour moi, le parcours du film, j'aurais totalement aimé l'halluciner, parce que c'est un récit intérieur, c'est une hallucination absolument géniale, bouleversante d'une lycéenne qui sublime tout ce qui lui arrive, et qui est absolument dramatique, parce qu'il est question de viol, il est question de... c'est un film très fort sur le viol intrafamilial, Twin Peaks. Sur l'inceste. Sur l'inceste, voilà, oui, tout à fait. C'est le mot qui, bizarrement, m'échappait. Bon. Mais c'est ça, c'est sur l'inceste. Et tout le film est un voyage symbolique, je dirais pas allégorique ou métaphorique, parce que c'est vraiment une traversée des images, des niveaux de conscience, des façons dont on reconfigure, dont on reformule les choses pour pouvoir les vivre et les traverser, pour pouvoir sublimer des expériences traumatiques. Et Lynch le fait d'une manière incroyable. Moi, il me reste toujours cette image. Il y a un moment, elle voit un tableau dans sa chambre, d'une porte ouverte, etc. Et alors le film bascule, on passe d'un niveau à l'autre, il y a une traversée des apparences, il y a le personnage qui rentre dans l'image en quelque sorte aussi. Et ça, c'est des choses, je dis qu'on aurait aimé halluciner, parce que quelque part, c'est des images qu'on a presque en soi, sous différentes formes, mais le film est déjà là quand on le voit, ce qui fait que on a l'impression que c'est la réalité, peut-être. Ouais, c'est une réalité subjective. Et le film, j'entends des fois, on me dit « Ah, c'est pas compréhensible, c'est difficile, on perçoit pas très bien, etc. C'est trop barré. » Mais je trouve que finalement, on comprend. Il y a une espèce de logique affective dans les films de David Lynch, logique émotionnelle, logique des affects, qui fait que le récit, même s'il en passe par... que sais-je, du surréalisme, du surnaturel, etc. Il y a quelque chose de très littéral, finalement, dans ce qu'il a envie d'exprimer par rapport à une certaine douleur, par rapport à... Ouais, je crois que c'est vraiment du premier degré, en fait. Et que, justement, c'est quelqu'un qui est, pour moi, très important, qui est même peut-être le plus important aujourd'hui. Lynch, je pense que c'est fondamental, peut-être pour ma génération de critiques, ou pour... dans la cinéphilie, c'est quelqu'un qui a synthétisé, condensé
vraiment la bascule du 20e au 21e siècle, des années 90 aux années 2000, qui a saisi quelque chose d'un destin catastrophique de l'Amérique, comment elle sacrifiait, comment elle dévorait ses enfants. C'est ça, Twin Peaks. Enfin, je veux dire, voilà, si on veut le poser simplement. Et j'ai jamais beaucoup cru non plus à la surinterprétation que ça génère parfois les films de Lynch, à l'herméneutique, c'est-à-dire repérer des symboles et puis essayer de leur trouver des significations cachées, secrètes, des espèces de schémas. Ça donne beaucoup lieu à ça, et je trouve que c'est enfin, je veux pas condamner les lectures qui sont faites dans ce sens-là, mais pour moi, c'est un comment on dit, une mauvaise lecture, enfin une lecture peut-être un contresens. Voilà, pour moi, c'est un contresens. Je trouve que Lynch est beaucoup plus premier degré, beaucoup plus direct, beaucoup plus viscéral que ça. Et moi, quand je vois les films, j'ai pas du tout envie de les interpréter pour essayer de trouver un récit caché ou un code ou quelque chose. Pas du tout. Au contraire, c'est la puissance de sa mise en scène, le côté sidérant de ses visions qui m'emporte totalement. Pour sa carte blanche, Mathieu Macheret a choisi d'évoquer la scène d'ouverture du film d'animation Akira de Katsuhiro Otomo, le film qui a marqué son adolescence, mais aussi toute une génération. D'abord, c'est la séquence d'ouverture du film. Encore une fois, je ne l'ai pas revu récemment, mais c'est des images qui sont restées imprégnées. C'est un film que j'ai découvert aussi à peu près au moment où il est sorti en France, à son passage à la télé. La scène, c'est des adolescents à moto qui sillonnent les rues d'un Tokyo du futur, un néo-Tokyo comme on l'appelle dans le film, qui est une espèce de mégalopole tentaculaire, un peu une ville de dystopie, quoi. Et ces adolescents sont des délinquants qui font des virées à moto la nuit. Les motos laissent des sillons lumineux dans les rues qui marquent leur mouvement. C'est un peu des motos futuristes aussi. Et c'est des bandes rivales qui s'affrontent, un peu comme dans les années 50, un peu comme les voyous des films de Nicolas Ray, etc., La Fureur de vivre, etc. Sauf qu'ils s'affrontent très violemment. On est dans un futur désespéré. Ils s'affrontent à barre de fer avec des bandes qui ont des visages de clowns, des visages peinturlurés. Et l'un d'eux, sur une musique presque tribale, très primitive et qui est extrêmement à la fois viscérale et rêveuse, fait une rencontre inopinée sur une bretelle d'autoroute abandonnée avec un enfant qui surgit dans la lumière de ses phares. Il est pris dans la lumière des phares comme un lapin, quoi, en quelque sorte. Et c'est un enfant qui est très vieux. Il a un visage de vieillard. Et cette collusion des âges, c'est une image pour moi très marquante, quelque chose que j'ai jamais oublié en fait. Bon, comme tous les enfants, il y avait l'animation qui était importante. Enfin voilà, on regarde des dessins animés quand on est petit, et quand on est un tout petit peu moins petit, mais pas non plus très grand, on tombe sur Akira, et là il y a une espèce de choc. Voilà, on se dit mais je savais pas que l'animation pouvait faire ça, quoi. C'est-à-dire une œuvre d'une telle ampleur. Apocalyptique, à la fois sur le corps adolescent en mutation, sur le romantisme adolescent d'imaginer un monde pourri, un futur pourri, etc., parce qu'on est perdu soi-même, et de raconter aussi la jeunesse désabusée, la jeunesse nihiliste. C'est ce que fait Akira. Et voilà, c'est tout ça. Toi, ça t'avait parlé à l'époque? Ça m'avait énormément parlé. C'est un film que j'adore, je regarde pas si souvent que ça, mais régulièrement. Et je trouve que c'est un chef-d'œuvre absolu. C'est un film que j'aimerais beaucoup. Ça n'a jamais été le cas. Je l'ai jamais vu en salle, en fait. Je l'ai toujours vu à la télé, en vidéo, etc. Et est-ce que c'est un film que tu as découvert à un certain âge? Est-ce qu'il t'a suivi? Enfin, comment il t'a suivi, en fait, à travers les différents âges que tu as traversés depuis? Alors, c'est intéressant parce que je retrace ça de mémoire, hein, donc désolé si c'est pas très précis, mais je crois que le premier contact qu'on a eu avec Akira dans les années 90, au début des années 90, c'est que ça sortait en BD. Il y avait des bandes dessinées à la bibliothèque municipale de la petite ville où j'ai grandi, ou chez le marchand de journaux par épisode, et on avait déjà accès à cette histoire par des bandes dessinées. Puis le film est arrivé, il est sorti en salle en 92, un truc comme ça, je sais pas exactement, 92 ou 93. Donc j'ai dû le voir à la télé, je pense, 1 an après.
Et c'est arrivé comme un choc, une espèce de déflagration, de terreur devant les scènes de mutation du personnage de Tetsuo. Bouleversement total. Et puis, quand j'étais adolescent, je l'ai revu à un moment où il y avait un espèce de boom de l'animation japonaise, où tout à coup on découvrait la face adulte, le versant adulte de l'animation japonaise en France, qui a été un moment absolument passionnant, avec du cyberpunk, des films de science-fiction, les films de Miyazaki, du studio Ghibli qui arrivait, etc. Enfin, toute cette aventure qui a couru du milieu des années 90 jusqu'à aujourd'hui, même si je pense il y a eu un vrai bouillonnement à ce moment-là, qui aujourd'hui est peut-être un peu différent, un peu déplacé. Voilà, ça mériterait d'être discuté, mais en effet, on a toujours la suite aujourd'hui. J'ai trouvé j'ai trouvé que c'était un moment assez génial, en fait, parce que ça mettait un nouveau pan dans une histoire du cinéma que moi, j'ai vraiment abordé par là. C'est-à-dire, c'est vrai, c'est par ces à côté-là que j'en suis venu à une histoire un peu plus officielle. Comme quoi, il n'y a pas de parcours privilégié, hein, il n'y a pas de voilà, c'est pas la peine quand on a 10 ans de regarder tout de suite La Règle du jeu ou Vertigo, ou etc. Hein. On fait son chemin avec tout. On prend tout ce qu'il y a à disposition et on arrive toujours à l'essentiel, mais petit à petit. Et du coup, alors adolescent, voilà, ça participait un petit peu de cette passion pour la science-fiction, le cyberpunk, cette espèce d'univers dystopique. Et puis adulte, évidemment, on regarde en arrière et ça devient un film sur l'adolescence. De souvenir de l'adolescence, qu'est-ce que c'est cette expérience d'être contre le monde, d'être opposé au monde adulte, de voir que ces grandes villes sont des poubelles, que la politique est foutue et que nos corps sont déréglés, voilà, à cause des adultes. Et pour moi, c'est ça Akira, et maintenant je le vois comme ça, c'est comme un souvenir de mon adolescence, quoi. Pourquoi et comment devient-on critique de cinéma ? En quoi s'agit-il d'un métier de l'enthousiasme et parfois d'un geste d'amour et de partage ? Dans cette dernière partie consacrée à la transmission du cinéma, Mathieu Macheret explique en quoi sa pratique de critique et sa vie de spectateur sont intimement liées. Premier rapport avec la critique, c'est encore une fois cette période fin de l'enfance, début de l'adolescence, comme on veut, dans une petite ville de province, qui est Langres, en Haute-Marne, voilà, dans l'Est, où il n'y a pas beaucoup de cinéma. Il y a un cinéma qui passe des trucs qui ne m'intéressent pas trop. Et le seul lien avec les films qu'on voudrait voir, auxquels on n'a pas accès, c'est d'aller chez le marchand de journaux et d'acheter des revues de cinéma. Donc moi, au début, j'ai acheté Mad Movies, qui existe toujours, qui est une revue très bien sur le cinéma fantastique, d'horreur et tout. Et ça me permettait d'entendre parler des films que je pouvais pas voir, d'avoir des images qui me faisaient fantasmer totalement, des images un peu extrêmes même des fois. Enfin voilà, quand on est ado dans une petite ville un peu calme, un peu tranquille, on cherche un peu des sensations, etc. Un truc qui électrise, qui réveille. Et je le trouvais là-dedans. Et les articles, souvent bien tournés dans Mad Movies, avec un côté assez ironique, assez blagueur. Ça me permettait de voir. C'était un relais qui me permettait de voir ou d'imaginer les films que je pouvais pas voir réellement. Et donc après, en allant sur Paris, c'était autre chose. J'ai un rapport à la critique, en évoluant avec les études, etc. Ça a été d'abord quoi choisir, quoi voir, enfin, lire des textes pour savoir un petit peu, prendre parti, quels sont les films à voir cette semaine. Et puis ensuite, on découvre, plus on s'intéresse au cinéma, plus on a envie de lire sur le cinéma, plus on a envie d'en faire aussi, de s'essayer à tourner des images, etc. Tout ça est très cohérent et c'est dommage, on vit dans un monde spécialisé, on est obligé de choisir sa discipline, mais en vrai, tout passionné de cinéma, je pense, a envie de voir des films, d'en parler, d'essayer d'écrire ou de conseiller, de les présenter, d'en tourner, etc. Tout ça devrait être un cycle totalement cohérent. Et donc, on s'intéresse un petit peu à lire ce qui a été écrit sur les films qu'on a vus, puis plus loin sur l'histoire du cinéma. Et la critique, ça devient une histoire en elle-même aussi qui s'est constituée parallèlement au cinéma, en phase avec lui, mais sur une voie parallèle. C'est deux histoires en commun. L'une regarde l'autre, et à ce moment-là, on découvre des grandes plumes, on choisit son camp, parce qu'il y a plusieurs chapelles critiques.
voilà, des visions très opposées dans l'histoire du cinéma. Et à partir de là, on s'inscrit dans une histoire, en fait. On s'inscrit soi-même dans une histoire, on choisit un truc. Et toi, est-ce qu'à ce moment-là, tu as choisi un camp, justement, ou au contraire, tu étais... Moi, au début, on pioche un peu à droite à gauche. Puis moi, j'étais très influencé par les cahiers du cinéma. Enfin, je pense que voilà, c'est très enseigné à l'université. J'ai lu des textes qui m'ont beaucoup marqué. Les textes de Rivette, les textes de Danet, les textes de Pascal Bonitzer, les textes de Thierry Jousse, de Charles Tesson, etc. Voilà, ce sont des gens que j'admire absolument. Et puis, à un moment, on se rend compte que c'est complémentaire avec les films. C'est-à-dire que comme on disait, tout est transitif. Les films, ça n'existe pas en soi. C'est pas très intéressant quand c'est une espèce de petite expérience intime. Ça peut être intéressant pour soi, par devers soi, mais à un moment, le critique joue de cette transitivité. Et il y a un effet de question-réponse, quoi. Le film pose des questions, le critique essaie d'y répondre en posant d'autres. Il y a un effet d'aller-retour, de renvoi qui fait que un film existe pleinement, je crois, quand il a été bien vu aussi. Pas seulement parce qu'il a été bien tourné, pensé artistiquement et fait avec amour, mais aussi vu avec amour. Quand quelqu'un a bien vu un film, ça complète le cycle. Et dans ces grands textes, je pense à le texte de Pascal Bonitzer sur l'Empire des Sens, qui s'appelle L'essence du pire, je me rappelle même du titre. Voilà, quelque chose du cycle du film se boucle quand il y a un texte génial qui vient nous éclairer un aspect auquel soit on n'avait pas pensé, soit on avait des intuitions, etc. Voilà, pour moi, c'est deux histoires qui se tiennent la main. Justement, dans la prochaine question, on t'a demandé, parce que le livre que tu as écrit sur Joseph von Sternberg, on sent vraiment ton amour de ce cinéaste et ton amour de ce cinéma. Tu es mu. On sent que vraiment le désir de ce livre vient de l'amour de ces films. Et on t'a demandé un peu à contre-emploi si tu avais justement un artiste, une œuvre où tu n'arrivais pas à en parler parce que trop d'amour, trop d'émotions face à cette œuvre-là. Tu nous as dit que tu n'en avais pas, mais peut-être qu'entre-temps, tu as... Ben non, j'ai pas trouvé. C'est vrai que moi, j'ai grandi sans trop pouvoir parler des films dans une famille qui n'était pas spécialement cinéphile. Et au début, on a une espèce de passion énorme, on n'arrive pas à la partager. Et donc, il y a l'envie énorme d'en parler, de pouvoir communiquer ça qui vient avec le temps et tout, et qui est toujours pas épanché chez moi. Et du coup, il y a... Rien ne me vient dans une zone qui serait peut-être trop intime, trop privée, trop personnelle. Mais c'est intéressant parce que tu nous dis justement que pour toi, le pouvoir, pas sublimer cet amour, mais en tout cas le remplir complètement, j'ai pas le mot, mais en tout cas l'accomplir, c'est justement de pouvoir mettre des mots dessus. Bah oui, mettre des mots dessus et puis pouvoir le montrer. Voilà. Parce que aimer un truc dans son coin, ça suffit pas. C'est hyper frustrant d'avoir une espèce de joie solitaire devant la splendeur qu'on a découvert dans telle ou telle œuvre ou l'émotion profonde. Non, ça suffit pas. L'étape suivante, c'est de rassembler les gens qu'on aime ou n'importe qui. Voilà, et de leur montrer, leur dire regarde, ou de les mettre devant et quelque chose, il y a quelque chose du texte là-dedans, évidemment, le texte est une étape entre l'un et l'autre, mais il faut montrer pour que l'émotion soit à son comble. Quand quelqu'un vient valider votre impression, quand si on arrive à toucher quelqu'un en lui montrant un film ou à partager cette émotion-là, elle atteint une sorte d'apogée. Et souvent, c'est le contraire qui se passe. Évidemment, il faut prendre le risque, c'est-à-dire on va montrer quelque chose, conseiller quelque chose à quelqu'un, il va détester, il va dire non, pas du tout. Et là, c'est plutôt une logique de débat et de contradiction. Évidemment, sinon ce serait... Ce serait trop parfait, sinon, bien sûr. Mais oui, je pense que, on n'est jamais certain de ses émotions. C'est toujours un truc très mystérieux qui se passe au contact d'un film. On ne sait pas très bien comment il agit sur soi. Et le geste d'écrire dessus, c'est une façon d'essayer de comprendre. Comprendre comment cet objet fait de plans alignés les uns après les autres, qui a un début, un milieu, une fin, qui va de la première à la dernière image, à travailler en nous quelle espèce de réaction chimique ça a fait. J'ai essayé de comprendre ça et ensuite voir si
elle peut se reproduire chez d'autres personnes dans d'autres corps. Et comprendre grâce aux autres aussi, peut-être. Et voilà. Et en plus, il y a des interprétations, des visions de la part des autres qui décuplent l'émotion, le plaisir, l'intelligence aussi, voilà, les impressions qu'on a eues parce que, eh bien, la réaction n'est pas de la même chimie chez tout le monde. Hein. Voilà, ça réagit différemment dans différents corps. Bon, sans revenir aux vieux cours de chimie qui sont déjà loin derrière moi. Bon, on va finir par notre dernière catégorie. Et qui touche justement au plus intime peut-être, puisqu'il s'agit du film refuge. Et alors là, tu nous as répondu, je cite, « Zéro originalité, Vertigo d'Alfred Hitchcock ». Mais pour ce qui est de l'originalité, c'est pas très grave. Hein. C'est vrai que c'est pas très original, que c'est un peu le film qui est toujours cité comme... quand il y a les listes de 100 meilleurs films, souvent... Bon, il y a eu Citizen Kane à une époque, puis maintenant, la tendance, c'est Vertigo. C'est ça, depuis quelques années, ouais. Ouais. Oui, alors c'est un film que j'ai découvert sur le tard, assez tardivement. Je l'avais vu enfant parce qu'il y avait des collections de cassettes vidéo Hitchcock qui traînaient chez mes grands-parents et j'avais pas trop compris au début. Le film est un peu difficile quand on est gamin. J'ai été beaucoup plus marqué par Les Oiseaux ou Psychose, qui sont des films plus choquants. Mais Vertigo, c'est plus tard. Je pense quand j'étais étudiant, où je l'ai vraiment revu dans une salle pour le coup, et où la découverte a été, la redécouverte a été incroyable parce que ça raconte, ça a été dit 1000 fois, mais c'est vraiment l'expérience de la cinéphilie Vertigo. Ça raconte, c'est une histoire de spectateur. James Stewart, le personnage, suit, fait une filature, regarde, observe. Il est pris de vertige. C'est une aventure de regard, de la vision, de la distance irréconciliable entre lui et la femme qu'il aime, qui jamais ne sera franchie. Jamais. C'est une image, elle est lointaine. Il peut pas la rattraper, etc. Elle lui échappe. Il doit la recomposer. Il doit reconstruire son fantasme pour essayer de saisir quelque chose qu'il n'atteindra jamais. Pour moi, ça parle profondément de la cinéphilie, du rapport au film. Enfin, il y a un truc un peu de maladie même là-dedans qui est pas forcément agréable quand on se regarde en face comme cinéphile, hein, d'ailleurs, mais qui est très profond. Et je pense que le film est tellement beau, parfait, malade intérieurement, vertigineux, fiévreux, qui touche au mythe, en fait. C'est carrément un mythe de la cinéphilie. Donc, au moment où je l'ai redécouvert, j'ai plus jamais cessé de le voir, en fait. Je le regarde quasiment, non pas tout le temps, faut pas exagérer. Enfin, c'est un peu des hyperboles de passionnés, mais très souvent. Dès qu'il passe, dès que je l'ai sous la main, dès que j'ai un petit moment, allez, pourquoi pas Vertigo, on revoit. Et puis, c'est un film qui se transforme, lui aussi, c'est une réaction chimique, Vertigo. C'est ça. Est-ce que tu découvres des choses nouvelles à chaque visionnage ou... Ouais. Alors, à la fois, je le connais pas quasiment par cœur, je sais exactement tout ce qui va se passer. Il y a certains plans même, je sais quand ils arrivent, etc. Mais il y a toujours des choses que j'ai oubliées d'un moment à l'autre. Il y a toujours une couleur qui me surprend, une lueur, un geste comme ça auquel je m'attendais pas. Il y a tous les passages un peu dialogués de Vertigo aussi, tout le début qui a l'air un peu anodin parce que c'est très progressif. Hein. Au début, il y a des conversations de bureau. C'est plutôt drôle d'ailleurs le début. Le début est assez drôle chez Midge qui dessine des soutiens-gorge, etc. Mais tous ces détails-là finissent par prendre une valeur incroyable au fil des visions. Et puis, histoire d'amour, quoi. Histoire d'amour impossible, histoire d'amour avec un reflet qui, encore une fois, on l'a dit, est insaisissable. Un romantisme tortueux qui, pour moi, touche à l'essence du cinéma, enfin, en tout cas, du cinéma que j'aime. Je voudrais pas non plus trop généraliser. C'est un peu la tendance aussi des passionnés. Mais tu t'y retrouves un peu, en fait. Tu t'y regardes. Ouais. Bah oui, parce que James Stewart est un spectateur, quoi. Il a à la fois la fougue, l'obsession du spectateur,
son impuissance aussi par rapport au monde qui défile sous ses yeux, ça c'est certain. Et il essaye de tenir son rêve entre ses mains, et il n'y arrivera pas. Et voilà, je crois que c'est très mystérieux ce qui se passe. C'est probablement psychanalytique. Il y a beaucoup d'approches psychanalytiques de Hitchcock. Je crois qu'Hitchcock est fait aussi pour se comprendre soi-même. Voilà, donc plus je regarde Vertigo, plus j'essaye de me retrouver. Merci beaucoup Mathieu pour cette Merci belle définition de la cinéphilie. On va en profiter pour remercier Élodie Imbeau de la Cinémathèque de nous avoir permis d'enregistrer au sein de ce mythe aussi. On va remercier aussi Gabriel Régnier pour sa magnifique musique. Et puis on vous dit à la prochaine.